Merci à tous pour d'assister à cette présentation. Le sujet qu'on va présenter, c'est l'interaction événementielle entre du code C et Alors, la BIOS. Maxime, excuse-moi un instant, il doit y avoir quelques micros qui sont ouverts derrière. Peut-être pendant la présentation, si vous pouvez juste bien faire gaffe à couper les micros pour qu'on entende bien ceux qui présentent, Maxime et Loïc, dans un premier temps. Désolé pour l'interruption. Je te laisse la main, Maxime. Merci. Donc, on va essayer de tenir le timing. On a préparé ça dans un temps record. Donc, on va être deux à intervenir sur cette présentation. Donc, moi-même, vous avez peut-être déjà vu par mes vies passées sur des événements, que ce soit en ligne ou en présentiel. Aujourd'hui, je suis ingénieur développeur LabVIEW pour des applications de test et mesure au sein de la société biologique. On va faire la présentation avec Loïc Volbert aujourd'hui. Pareil, développeur test et mesure chez Biologique. Donc, dans cette présentation, on va revenir un petit peu sur le contexte qui nous a amené à faire justement l'interaction entre une DLL en C qu'on a écrit spécifiquement et du code LabVIEW. On fera un petit retour sur les prérequis, utilisation d'événements utilisateurs qu'on va passer brièvement, l'intégration d'une DLL dans LabVIEW, une démonstration très simplifiée justement de l'intégration d'événements utilisateurs, la génération d'événements utilisateurs depuis une DLL en C, et puis la présentation d'un cas plus concret avec le multicast DNS. Puis on finira avec la session de questions. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on verra si on peut y répondre en direct ou sinon on le fera à la fin avec plaisir. Rapidement, Loïc et moi, on travaille chez Biologique. C'est une société qui développe des instruments de mesure. On est basé à Cessines-Parisé, à côté de Grenoble. Toute la R&D et la production est faite en France, avec une présence mondiale par le biais de nos distributeurs. Je ne vais pas faire la pub en long, en large et en travers. L'idée, c'est juste de vous dire ce qu'on fait. On fait de l'instrumentation ultra précise pour la recherche, l'académie et l'industriel. Et les types d'instruments qu'on développe, c'est des analyseurs d'impédance, microscopes électrochimiques, cycleurs de batterie, potentiostat, galvanostat et spectromètre. Donc nous, avec Loïc, on est amené à développer des outils qui servent aux équipes R&D pour mettre au point, tester et valider les produits qu'on développe en interne. Donc c'est justement dans ce cadre-là qu'on a eu une problématique qu'on a essayé de résoudre purement en LabVIEW au début, mais qu'on n'a pas réussi. On souhaitait, dans nos applications, on a tous nos instruments qui dialoguent en Ethernet quasiment. Du coup, on en a plein sur le réseau et on a des applications, on a besoin de se connecter dessus et du coup, il faut le retrouver. Donc, on communique avec, dans le cadre de nos tests, on fait du visa, tout simplement en utilisant du socket. Mais si on utilise la fonction visa pour lister des ressources, on se retrouve avec une liste d'adresses IP. On ne sait pas trop ce que c'est pas évident. Donc, notre objectif, c'était d'arriver à lister tous nos instruments pour nos applications avec quelque chose de beaucoup plus hiérarchisé pour pouvoir les classer aussi bien que ce soit par classe d'instrument ou par type d'instrument et pouvoir proposer aux utilisateurs de sélectionner facilement l'adresse IP. Et en utilisant juste les fonctions visa, c'est pas tout à fait immédiat. Et du coup, on a cherché un petit peu à comprendre comment on pouvait faire ça. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est comment on fait dans Animax, puisque dans Animax, on est capable d'avoir un certain nombre d'informations sur les instruments. Si vous connectez votre DMM, par exemple, ici un DMM Ketley sur le réseau, vous voyez que vous pouvez y accéder de deux façons, soit avec du socket, soit avec du mode instrument, et qu'on a un certain nombre d'informations qui s'affichent directement depuis Max avec son numéro de série, sa version logicielle, voire même si quand on a un mode instrument, sa page web accessible directement depuis Max. Tout ça, c'est entre autres possible grâce à plusieurs choses. Il y a d'abord le standard Elixir. Ça, nos instruments, ils en sont capables chez nous en interne d'avoir une page d'information. Vous pouvez faire le test, vous connectez votre DMM sur le réseau, vous tapez l'adresse IP /Elixir/identification. Vous allez avoir un XML qui décrit toutes les versions firmware, des informations sur votre instrument. Et c'est là-dessus que se base, entre autres, Max pour récupérer des informations pour les afficher dans votre instrument, enfin dans la page de configuration de Max. Donc ça, c'est une solution qu'on a envisagée puisque nos instruments le supportent. Le problème, c'est que c'est plusieurs contraintes. C'est qu'on peut partir de la liste des adresses IP de nos instruments et nos instruments sont en socket. Donc en plus, on n'a pas toutes les informations qui s'affichent dans Max. Mais il faut se connecter à tous les instruments, faire du décodage XML, se déconnecter les instruments pour arriver à obtenir notre arborescence dans notre application LabVIEW. Ça nous plaisait pas trop comme solution. Donc, on a quand même creusé un petit peu plus à se dire comment faisait Max, parce qu'il ne se connecte pas à l'instrument physiquement,
pour arriver à faire ce listing et avoir toutes ces informations-là. En cherchant un petit peu et en regardant avec Wireshark ce qui se passait, on s'est rendu compte qu'en fait, Eni utilisait une technologie qui s'appelle le MDNS, qui permet d'envoyer des requêtes en fait sur le réseau. Vous voyez ici, j'ai une trace Wireshark et on a un protocole qui s'appelle le MDNS, où on fait des requêtes. Ça, c'est la trace de ce qui est envoyé par Max quand on fait rafraîchir dans Max. Il envoie des requêtes où il demande sur le réseau local quels sont les instruments qui répondent au protocole LXI sur le réseau local. Et ça lui permet de récupérer des informations directement sans s'y connecter. C'est l'instrument qui va répondre. Et là, on retrouve mon DMM Ketley qui a répondu avec un certain nombre de propriétés qui lui seront propres et qui sont directement disponibles sur le réseau. Alors, le MDNS, c'est quoi? En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a plein de choses, c'est pas ça qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Mais en fait, cette technologie-là, on l'utilise très souvent sans s'en rendre compte. C'est comme ça que Windows, par exemple, fait pour détecter les imprimantes sur le réseau. Vous faites rechercher une imprimante, il utilise cette technique-là. Il s'y connecte pas, il utilise des requêtes MDNS et il récupère les informations des instruments. Donc, on a cherché à faire ça en LabVIEW. Et là, on a rencontré un problème. C'est que la palette MDNS, elle n'existe pas en LabVIEW. Visa n'expose pas cette solution-là. On n'a pas ces propriétés-là. Les modèles, la communication TCP ou UDP ne permet pas de faire ce type de requête sur le réseau. Donc on s'est retrouvé, on s'est dit c'est la bonne techno, mais on ne sait pas l'implémenter. Heureusement, on a un collègue en face de nous, il nous a dit c'est facile, je sais faire. On développe des instruments, on fait des firmware embarqués, ils sont faits en C. Et en discutant dans l'open space, il nous dit mais moi je peux vous faire des requêtes MDNS, j'ai déjà fait un bout de code là-dessus, je peux vous faire une DLL et la DLL vous l'appelez en LabVIEW. Super, cool, ça va nous résoudre notre problème. On a fait du LabVIEW, il nous a fait un petit bout de code C, on l'a implémenté dans LabVIEW. Le problème c'est qu'effectivement les requêtes réseau, vous pouvez le voir dans Max, quand vous faites rafraîchir, ça prend quelques secondes avant de se rafraîchir. Et du coup, on est dans un appel bloquant dans une DLL, donc on a une action longue, plusieurs secondes. Et comme on voulait avoir notre application qui soit capable de détecter automatiquement l'ajout d'un nouveau périphérique, c'est un peu dommage parce que du coup, on avait une application on avait le résultat souhaité, mais au niveau du rendu, c'était pas extraordinaire. Donc, on a cherché une meilleure solution. Et la solution qu'on a trouvée, c'est, on va dire, la solution plus à notre problème, c'était d'avoir le code LabVIEW, la DLL lancée, mais d'avoir quelque chose d'événementiel pour avoir un process qui tourne en parallèle et qui soit capable de nous renvoyer en événementiel dans LabVIEW, en générant un événement LabVIEW depuis la DLL, les informations qui nous intéressent, à savoir l'apparition d'un nouveau périphérique, par exemple, sur le réseau. Donc ça, c'est juste pour vous donner le contexte, comment on en est arrivé là. Et je vais laisser la main à Loïc qui va nous expliquer un petit peu plus en détail comment on peut faire ça, générer des événements depuis notre DLL lancé pour les utiliser directement dans LabVIEW. Ouais, alors du coup, l'idée, c'est de faire une présentation du code C et d'une DLL et de code LabVIEW simplifié, mais qui mettre en pratique tous les éléments dont on a besoin pour résoudre notre problème, détecter des nouveaux périphériques de manière continue et par événement en LabVIEW. Il y a quelques prérequis pour ça. Le premier, ça concerne les événements utilisateurs, et donc je vais faire bref parce qu'en fait Olivia a fait une très bonne présentation sur le LUGE. Donc il y aura le lien vers la présentation YouTube et vers son code d'exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la palette qui nous permet de créer, de générer, de supprimer nos événements. Cette palette, on va l'implémenter avec un modèle de conception de type producteur-consommateur. L'idée, c'est que la DLL remplace la partie producteur qui est faite en LabVIEW. Donc, ce soit le thread en fond qui tourne et qui nous génère des événements. Donc, la partie du bas ici serait supprimée. Mais ce que l'on va montrer n'implique pas grand-chose de plus concernant les événements utilisateurs dans LabVIEW. Derrière, nous avons l'intégration de code externe dans LabVIEW. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Il y a la première, ça peut être si ça hérite du .NET Assembly. Dans ce cas-là, National Instrument nous rapporte à la librairie .NET. Ensuite, en ce qui va nous concerner précisément aujourd'hui, il va y avoir deux façons, une façon manuelle ou une façon assistée. La façon assistée, elle n'est pas forcément disponible tout le temps, elle nécessite d'avoir un header qui est un .h, qui va être un fichier qui va regrouper tous les prototypes de fonctions que l'on souhaitera utiliser dans notre DLL ou qu'on souhaite exposer, et il faut que les types de données soient compatibles entre le code C et LabVIEW. Donc, dans le cas manuel, on a la palette librairie exécutable où on peut appeler le nœud de fonction call librairie function node, le mettre sur le diagramme et via boîte de configuration, pouvoir dire c'est cette librairie que je veux utiliser qui se trouve à cet endroit sur disque ou l'appeler par nom, choisir la fonction qui nous intéresse
Une petite subtilité, savoir dans quel thread Windows elle va s'exécuter. Dans notre cas, c'est des fonctions qui vont prendre du temps et qui vont être bloquantes. Donc on préfère ne pas le mettre dans le thread UI, sinon on s'expose à des risques d'applications qui vont nous retourner notre responding. Derrière, il y a les types de données que l'on va passer et que l'on va récupérer qu'il faut configurer. Une fois que l'on a fait cette étape, notre fonction, notre appel de fonction à la DLL est configuré. On peut mettre les contrôleurs, récupérer nos informations, on est très content. Derrière, dans le cas d'une DLL qui est quand même plus complète, avec énormément de fonctions, des types peut-être des types de données plus délicats à traiter, on a l'option d'utiliser le wizard de Eni qui se trouve dans l'onglet outils et donc on va appeler le shared library. Je passe les détails parce que tout est guidé au niveau de cette fenêtre de configuration. Elle va nous générer une librairie qui embarque la DLL et qui nous aura créé des fonctions qui correspondent aux fonctions que l'on souhaite utiliser depuis la DLL. Et on obtient un résultat qui sera proche, voire identique à celui qu'on a eu de manière manuelle. Donc ça, c'est des prérequis, c'est ce qui va être présenté, c'est ce qui a été utilisé. Au niveau de la démonstration, on va avoir deux morceaux. On va avoir une partie code LabVIEW. Dans la partie code LabVIEW, on va mettre sur un dépôt GitHub ce projet qui est constitué de deux librairies et d'une série d'exemples. On a une première librairie dans laquelle on a créé les fonctions qui permettent d'appeler le code de la DLL. Donc le premier exemple, cette DLL, elle est simplifiée, elle va faire du A plus B. Donc pas de requête MDNS, pas de traitement de chaîne de caractères, pas d'événements. L'idée, c'est que le code soit lisible pour qu'on puisse s'en inspirer. On configure notre DLL, donc comme on l'a pu le montrer avec sa boîte de dialogue. On lui donne les paramètres, on lui donne son chemin, et à l'exécution, ma librairie, elle sait faire A plus B, j'ai mon résultat, il est 4. Maintenant, on a le cas où l'on souhaite appeler une fonction qui va être exécutée par la DLL qui va être longue. Donc on va souhaiter la déléguer et ne pas être bloqué dans l'appel à la fonction. Ici, on va se retrouver avec les événements utilisateurs parce qu'on va lancer une fonction qui va être exécutée dans un thread en asynchrone en fond. Et l'idée, c'est de lui donner les paramètres d'entrée, la laisser s'exécuter et récupérer ces paramètres plus tard via événement utilisateur. Derrière, on va lui dire, c'est bon, j'ai reçu l'événement, tu peux nettoyer ta mémoire, nettoyer tes références, c'est fini. Donc on a déjà une première subtilité, c'est qu'il va falloir passer le type de données qui est la référence vers l'événement LabVIEW. Donc là, il y a une première chose que l'on peut faire qui est pratique, c'est qu'on peut dire adapt to type et le gérer par flux de données. La DLL en LabVIEW va automatiquement gérer le type de données qui est un LabVIEW user event. Ça, c'est important à dire parce que ça sous-entend qu'on a un type de données qui est propre à LabVIEW qui doit être exécuté par une DLL en C. Et ça sous-entend aussi que la DLL en C va l'exploiter et va exploiter une méthode qui s'appelle postLabVIEW-user-event, qui est une fonction de LabVIEW et qui est une fonction de LabVIEW.exe ou qui appartient au runtime engine. Et donc, on a une structure condition ici qui va permettre de sélectionner entre deux DLL. On a une DLL qui est utilisée dans le cas où on est en développement et qui va appeler la fonction postLabVIEW-user-event depuis l'environnement de développement, depuis LabVIEW.exe. Et on a une version de la DLL qui va, elle, être utilisée lorsque l'on est en exécutable et qu'il faut passer par le runtime engine. Donc, ça implique déjà d'avoir deux DLL. Derrière, on a, du coup, ça, c'était un exemple pour une action longue et déléguée à une DLL. On a ensuite la fonction, un exemple, qui va être une somme, mais en continu. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une génération d'événements en continu jusqu'à ce que ce soit nous qui décidions d'arrêter. Donc, cette fois-ci, on a encapsulé dans des VI où on s'occupe de créer en interne le user event, de s'y abonner, de spécifier à la DLL que l'on démarre le thread avec un certain nombre de paramètres. Derrière, on va avoir une boucle while en LabVIEW qui va attendre de recevoir les événements depuis la DLL jusqu'à ce qu'on décide de s'arrêter, se désabonner, dire à la DLL que c'est bon, on a terminé. Donc déjà là, par rapport à l'exemple qu'on a cité plus tôt, la partie consommateur, de notre point de vue, elle a disparu. Donc si la partie producteur de données, elle est complexe, en LabVIEW, on n'a plus à la traiter. Là, moi, je m'occupe de recevoir un type de données et l'exploiter de la manière dont j'ai envie.
Donc on est déjà un code qui est simple et qui veut être simple et rester simple. En l'occurrence, traiter les requêtes MDNS, traiter la chaîne de caractères, la mettre en JSON, on n'en s'occupe pas. On sait qu'on récupère un JSON, on le redressera. Ça sera l'exemple, notre cas concret plus tard. Et pour le mentionner, parce que c'est comme ça qu'en fait on a fini par résoudre notre problème de requête MDNS, on l'a encapsulé dans une classe référencée, ça permet de gérer d'autres choses et de mettre une gestion événementielle intermédiaire pour temporiser, pour bufferiser, pour traiter les données. L'idée, c'est de créer une référence, ici de gérer aussi le chemin de la DLL automatiquement, de si c'est en source, si c'est en exécutable, de créer notre thread, de réceptionner nos données, de réceptionner nos données, de dire à la DLL que c'est fini, de nettoyer nos références. On a un code qui est propre, qui expose que ce dont il a besoin pour fonctionner. Et avec ce principe-là, on peut du coup exploiter des fonctionnalités qui sont manquantes en LabVIEW de manière très simple et complètement intégrée. Derrière, la partie un peu plus complexe, que je ne vais pas forcément détailler, c'est la partie C. Donc dans la partie C, on a un code qui se veut le plus simple possible, on va faire des A plus B, où il y a là une première fonction qui était la fonction synchrone, la fonctionnalité de base d'appel à une DLL, on lui donne des paramètres, elle nous les retourne. Si la fonction est lente à l'exécution, on est bloqué dedans, si elle doit être répétée, eh ben, il faut boucler dessus. Mais ça, c'est comme ça que classiquement on procède. Derrière, la fonction que j'ai montrée qui était asynchrone et qui lance un thread en C qui va faire A plus B et nous répondre par user event, elle est un peu plus complexe, mais pas plus que ça non plus. On voit que le prototype demande le paramètre A, le paramètre B, puis notre référence vers notre événement LabVIEW, pour qu'il puisse après générer un événement LabVIEW directement interprété de notre côté. Cette fonctionnalité-là, donc elle s'occupe de faire le travail, elle a une routine. Et c'est cette routine qui est intéressante parce qu'elle fait l'appel à la fonction post-LabVIEW-user-event en prenant la référence de l'événement et la valeur à renvoyer. Donc ce code-là sera disponible sur la page GitHub. Il peut servir comme d'un squelette pour générer soi-même ce type de fonctionnalité. Pour aller plus loin, une fois la partie code source mise en place, c'est comment on va le distribuer, comment on va publier notre DLL. Donc, ce qui va être aussi disponible, c'est un modèle de makefile qui va permettre d'être exécuté via une toolchain avec un compilateur. Ce fichier-là, il est intéressant parce qu'en fait, il montre déjà une chose. C'est qu'au niveau des dépendances, on pointe directement dans une version de LabVIEW. Qu'on a besoin de LabVIEW.exe parce qu'on appelle une fonction de LabVIEW et on a besoin de la partie Runtime Engine parce qu'on a aussi besoin de ça. La partie SceneTools, c'est ce qui va définir toutes les variables qui sont en LabVIEW, ce qui permettra de traiter le LabVIEW Event Reference. Ce modèle de makefile, il est configuré de manière à ce qu'on puisse l'appeler ensuite, par exemple, avec une application de type MySys2, où on va pouvoir avoir des fonctions qui vont permettre de nettoyer notre répertoire ou de rebuilder. Donc ça sera dans la procédure écrite sur le GitHub. On expose plusieurs choses. On expose une fonction clean. L'idée, c'est de supprimer les DLL et de supprimer l'environnement. Et derrière, on peut faire un make-all qui va générer les DLL. Les DLL sont générés dans le répertoire source et directement applables dans la view. Ça nous permet du coup ici de récupérer nos DLL, de faire un exécutable avec ça. Ça fonctionnera en source et en exécutable. C'est ces méthodes qui ont été mises en place pour la résolution de notre problème de base, qui était comment faire du multicast DNS quand on ne sait pas comment faire en LabVIEW. La solution finale, du coup, elle se veut simple, et c'était l'objectif, parce que toute la partie complexe est déléguée à la DLL. Nous, on a décidé d'encapsuler ça dans une classe LabVIEW, où on va créer notre classe, on va gérer le chemin de la DLL, avec les subtilités de source ou exécutable. J'ai créé notre événement, s'y abonner, recevoir les données. Quand on a fini, ou quand on veut quitter l'application, on dit stop, on clean nos références. Donc ce code-là, il sera disponible aussi. Dans un second temps, on a quelques références et quelques trucs à clean parce qu'elle est sous notre user lib. Qu'est-ce qui se passe sous le capot? Dans le détail, on va retrouver la génération d'un événement utilisateur, appeler une fonction d'une DLL qui dit lance un thread.
Entre-temps, ici, c'est spécifique, c'est pas forcément nécessaire. On a une gestion intermédiaire de l'événement parce qu'on cherche à remettre en forme les données. On fait un stop, on nettoie nos références. Et c'est exactement ce qui va se passer. Enfin, en gros, le scénario avec la librairie simple et le scénario avec une librairie plus complexe, du point de vue de la view, ça se traduira toujours de cette façon-là. Et c'est intégré, c'est hyper facile. Une fois que c'est en place, c'est hyper facile à utiliser et à dupliquer. Nous, ça nous a permis de résoudre notre problème, qui était le listing et la classification d'instruments et de périphériques sur le réseau. Et d'un point de vue de la bio, en fait, j'ai pas eu grand. Enfin, une fois qu'on a eu la stratégie, j'ai plus rien à faire et ça a été instantané, quasiment immédiat. Immédiat à quelques conditions près. En l'occurrence, Maxime va pouvoir donner quelques remarques, un retour d'expérience qu'on a avec ça. J'ai perdu Maxime. Pardon, j'avais coupé mon micro. Effectivement, merci Loïc pour cette présentation. C'est intéressant, ce qu'on a fait était assez intéressant techniquement. Je vois dans les questions, on nous demandait mais pourquoi être passé par des événements en post-LabVIEW user event, pourquoi ne pas avoir fait en parallèle l'appel de la DLL en statique. Il y avait un intérêt technique déjà au niveau de la solution et on s'est aperçu qu'on était beaucoup plus efficace en fait en laissant la tâche tourner en tâche de fond sur le C pour la détection automatique des périphériques sur le réseau. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a un mécanisme de cache sur les requêtes MDNS et du coup le fait d'avoir un process qui va scruter en continu en C ce qui se passe sur le réseau et nous apporter que ce qui a changé en fait de manière événementielle était beaucoup plus efficace que d'appeler n fois la même commande directement, enfin la fonction unitaire dans la DLL, c'était beaucoup moins bien. Alors, il y avait effectivement un petit... Les IT nous sont tombés dessus, je confirme qu'il fallait mieux ralentir la cadence. Et il y avait un petit intérêt technique, effectivement, en se posant ces questions-là, puisque c'était pas la première fois qu'on se retrouvait bloqué avec ce code-là, où finalement, à la view, on était bloqué et on avait à disposition des collègues qui savent faire du C, qui pouvaient faire la solution et de savoir comment on pouvait l'implémenter et comment on pouvait bien l'implémenter. Alors effectivement, il y a quelques subtilités quand on fait ce genre de choses-là, puisque on va passer un type de données LabVIEW, un LabVIEW User Event, à une DLL, on sait qui, elle, par défaut, ne connaît pas LabVIEW. Et donc, il faut être capable de gérer, pour appeler la méthode, qu'on soit en développement et en runtime. C'est pas la même DLL puisque c'est pas la même fonction post-LabVIEW User Event qu'on va appeler. Si on appelait tout le temps celle du runtime engine, on aura un problème quand on est en source et inversement. On va compiler aussi une DLL qui va gérer le bitness de LabVIEW. Donc aujourd'hui, nous, on les a compilés pour LabVIEW 32 bits. On est toutes nos applications sur la même version de LabVIEW, donc ça pose pas de souci. Mais si on veut le mettre à disposition à toute la communauté, il va falloir gérer la version de LabVIEW, le bitness, le fait d'être en exe ou en runtime. On sent que c'est un peu plus compliqué. Et donc, il faut gérer également le chemin de la DLL. Pareil, si on fait une pack librairie de notre bibliothèque, dans une pack librairie, même dans la conditional disable diagram structure, on a runtime engine égale false. Il faut gérer pas mal de cas particuliers. Donc, il faut faire attention à ça. C'est une contrainte qu'on n'a pas forcément nous en interne et donc on peut le gérer facilement, mais on se rend bien compte que c'est pas négligeable. Et clairement, si c'était des contraintes qu'on avait à plus grande échelle, on aurait peut-être choisi une autre solution qui était de ne pas avoir le post-LabVIEW user event dans la DLL, de faire un appel récurrent à la DLL dans notre cas. D'un point de vue intérêt technique, ça nous a bien plu de nous creuser un peu la tête là-dessus avec Loïc et notre collègue, qui nous a donné envie de faire cette présentation aussi, donc on en a profité. Clairement, ça nous donne aussi des idées pour étendre les capacités de la view, puisque là, en fait, on avait un choix. On aurait pu le faire en .NET aussi si on avait eu un développeur .NET sous la main. En l'occurrence, on n'en a pas, donc on a fait comme ça. On voyait l'intérêt, c'est qu'on voulait faire quelque chose techniquement aussi. On n'arrivait pas à le faire en LabVIEW. Les API qu'on avait à disposition en LabVIEW étaient trop limitées. Et on voyait d'autres logiciels qui étaient capables de le faire. Donc, on s'est dit, nous aussi, on a envie de le faire. Et on s'est amusé à ça. Dans les petites remarques, je ferai aussi attention à ça. Du coup, il faut maîtriser un autre langage si on veut le faire tout seul. On l'a pas fait avec la Windows CVI parce qu'on a fait appel à notre collègue qui avait son environnement de développement et qui le maîtrisait. On est parti là-dedans. C'est faisable aussi avec la Windows CVI si on est dans un environnement purement ENI.
Attention aussi à ça, quand on commence à jouer avec générer des événements utilisateurs depuis sa DLL LabVIEW, lors de la mise au point, on n'est jamais à l'abri de petits crash LabVIEW. J'en ai pas trop fait les frais, mais Loïc, lors du Mais développement, moi, tout le temps. voilà, il s'en est pris quelques-uns avec des références pas bien fermées, etc. Une fois que c'est au point, ça marche assez bien. C'est pour ça qu'on a fait un exemple. On a fait un exemple très très simple où il y a juste le post LabVIEW user event et on mettra à dispo aussi la DLL avec le MDNS si ça vous intéresse. C'est assez puissant comme outil pour faire de la recherche d'instruments sur le réseau. Il y a pas mal de documentation là-dessus. C'est vraiment intéressant. Voilà pour cette présentation. On mettra en lien, en référence, il y aura la vidéo sera disponible sur YouTube, bien sûr. Le code source de la démonstration, on le mettra à dispo sur un GitHub. On est en train de le finaliser. Des liens aussi pour retrouver des infos pratiques sur les technos qu'on va utiliser. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'ai répondu en direct sur le chat et j'ai répondu à celle-là. On est là pour ça. En tout cas, merci de votre attention. Et puis voilà, Pas bien on qu'on est est là dans les pour. temps, hein. On est pas mal. Vous êtes On est pas mal. impeccable. Il reste 2 minutes de questions s'il y en a auxquelles on n'aurait pas répondu. Et puis voilà. Globalement, alors il y avait une question de Benjamin qui s'inquiétait de savoir si vous utilisez les callbacks du nœud d'appel pour exécuter du code au chargement-déchargement de la DLL. Non, on l'a pas fait. C'est vrai on n'a pas regardé ça en détail. Ça aurait pu utiliser ça, en particulier pour arrêter. En fait, dans les contraintes que j'ai évoquées, quand on a une fonction qui est longue à s'exécuter, on pourrait enregistrer une callback pour faire une action, pour arrêter l'action en interne dans la DLL. Ça pourrait être une bonne solution. En l'occurrence, on n'a pas creusé cette piste-là. On est parti sur les LabVIEW User Events. Ça a bien marché. Et en fait, comme on a un handle du thread qui est exécuté dans la DLL lancée, on peut lui envoyer une fonction pour lui dire de s'arrêter quand on veut. Et du coup, ça marche très bien aussi. Ce qui n'est pas exposé, parce que là, on est resté sur la partie fonctionnelle, c'est qu'on peut imaginer tout un tas de mécanismes, de savoir combien de threads sont lancés, d'avoir même des fonctions qui nous rapportent des erreurs en cours de route, parce que techniquement, le thread, il s'exécute en continu. Donc, c'est des fonctions qui sont dispo dans le code d'exemple, ça sert de mise au point, ça sert de debug. Là, notre présentation de 20 minutes, elle porte. L'idée, c'était de montrer ça en exemple. Encore une fois, on aurait eu un développeur.net, on aurait fait un rec callback et on aurait été très content aussi. Il n'y avait pas de post-LabVIEW user event. Je pense qu'il y a plein de façons de le traiter, ce scénario, d'étendre nos capacités. Mais celui-là, j'avais pas l'impression qu'il était hyper connu. Et en l'occurrence, c'est pas comme si on a vu 50 autres choix non plus. Et ça marche plutôt bien. Alors, je vois, il y a Sébastien qui parle de classe référencée avec Olivier a des bémols techniques à donner dessus. Alors, c'est pas le sujet de la présentation. Les classes référencées, effectivement, on en utilise nous en interne. On a les deux. Ici, on a un exemple avec une classe référencée. Je pense que ça peut être. Olivier, je te laisserai commenter si tu as des bémols à apporter, mais je pense que ça peut faire le sujet d'une présentation à elle toute seule. La classe Vu la référencée. grimace qu'il faisait, je suis pas sûr qu'il ait des commentaires, mais Non, non, comme tu dis, je pense pas que ce soit le sujet de la présentation. Et oui, il y a débat sur les classes référencées, mais ouais, une présentation serait intéressante là-dessus. allez. En tout cas, merci encore pour cette présentation, Loïc, Maxime.